Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui est une énième vidéo de fin d'année. On s'attaque à ces films que j'ai rattrapés. Ces films qui m'intéressaient mais que je n'ai pas pu voir par faute de temps, par faute de diffusion aussi. Parfois certains films sont mal distribués ou bien tout simplement parce que sur le moment je suis passée à côté. Ce sont des films qui sont assez nombreux pour le coup, donc il y en a plus d'une quinzaine, ce qui fait que je vais pas pouvoir m'éterniser trop longtemps dessus. Je les ai divisés en plusieurs catégories. On a une catégorie plutôt consacrée au thriller, une catégorie film d'horreur, une catégorie comédie, une catégorie drame et enfin une catégorie cinéma asiatique. Avant d'aller plus loin, je veux quand même exprimer mes regrets vis-à-vis de certains films que je n'ai pas pu rattraper, notamment Les Graines du Figuier Sauvage de Mohammad Rassoulov, City of Darkness, qui est un film d'action asiatique, ainsi que, et ça c'est peut-être ma plus grosse déception, Le Mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi. On commence avec la catégorie des thrillers et avec un film sorti au mois de janvier. Je vais me décaler sur le côté pour pouvoir vous mettre l'affiche. C'est un film de Pascal Plante qui s'intéresse au procès très médiatisé d'un tueur en série et plus particulièrement à ses fans, aux fans du tueur. C'est le film Les Chambres Rouges. Donc Les Chambres Rouges, ça prend place au Canada. C'est donc l'histoire de ce procès de cet homme qui a agressé et tué 3 adolescentes et surtout qui a filmé ses vidéos sur le darknet. En fait, des gens payaient pour le voir tuer ces jeunes filles. Et donc on suit deux personnages. D'un côté, Kellyanne qui elle a une attention maladive à tout ce qui concerne celui qu'on a surnommé le démon de Rosemont, ainsi que Clémentine qui elle a quitté son village pour apporter son soutien à l'accusé dont elle est amoureuse. Elle est persuadée, elle croit qu'il est innocent et que tout ça n'est qu'un coup monté. Mais bon, nous, celle qui nous intéresse vraiment, celle qui est au cœur du film, c'est Kellyanne. Et entre ses contrats de mannequin, ses parties de poker en ligne et ses talents de détective amateur, eh bien l'obsession de Kellyanne va finir par avoir raison de sa santé mentale. Dès les premières minutes, j'ai été subjuguée par la photographie du film. C'est-à-dire qu'on y suit Kellyanne qui se prépare et qui se rend au tribunal au petit matin. C'est une scène qui est de nuit dans un monochrome bleu, ce qui est sublime. Et là on rentre dans le tribunal. Et on se retrouve face à une salle qui est très épurée, un peu à l'image de la photographie. C'est une photographie qui est minimaliste finalement. Je veux aussi évoquer les mouvements de caméra dans la façon de filmer le procès, entre autres, des mouvements de caméra qui sont fluides, composés de zoom et de travelling. On constate au fil du récit que c'est pas tant le tueur qui intéresse nos héroïnes que ce qu'il a fait. Ce qu'elles attendent le plus, eh bien, ce sont ces fameuses vidéos, les fameuses vidéos des meurtres publiées sur le dark web. Et c'est d'autant plus étonnant que Pascal Plante nous fait attendre pendant tout le film le moment où ces vidéos seront diffusées, mais on ne les voit presque pas, hormis un court extrait de fin. Mais pour nous faire ressentir l'horreur de cette vidéo, et c'est là que Pascal Plante est très ingénieux, c'est qu'il utilise plusieurs dispositifs. Le son, bien sûr, on entend le cri des victimes, le bruit des outils, comme une tronçonneuse par exemple, mais aussi la description des mutilations suivies par les victimes, ces descriptions qui sont faites par la procureure, ainsi que l'intervention des secours dans la salle à l'issue de la diffusion des vidéos, ou bien encore des gros plans sur le visage des héroïnes, dont les réactions sont pour le moins surprenantes face à ces vidéos. Ce que je veux dire, c'est que par la mise en scène et par la photographie, Pascal Plante nous met face à l'horreur sans jamais nous y confronter frontalement. Après, là où je suis plus perplexe, c'est notre héroïne Kellyanne qui est inexpressive, ce qui fait qu'elle est très compliquée à saisir, pas dans le sens où c'en est amusant parce qu'il y a des personnages justement qui sont insaisissables et en tant que spectateur c'est assez passionnant d'essayer de comprendre sa psyché. Ici, on ne parvient jamais réellement à comprendre ce qui l'anime ici. D'autant que ces actions au cours du procès, je vais pas vous dire quoi parce que c'est le risque de vous dévoiler ce qu'elle va faire, mais ces actions tout au long du procès nous mènent sur des pistes différentes et on finit par se demander pourquoi est-ce qu'elle est là. Est-ce qu'elle est là par curiosité morbide? Est-ce qu'elle est là par plaisir macabre? Ou bien pour étudier cette affaire? C'est difficile de savoir réellement, d'autant que ces actions floues, nous peinent à nous mettre sur une piste en particulier. Moi, je penche plutôt pour l'idée que Kellyanne, c'est une représentation de tous les profils de personnes qui assistent à ce genre de procès, qui suivent vraiment avec ardeur ce type d'affaires. Sauf que ça signifie aussi que en mêlant toutes ces personnalités-là différentes, on se retrouve avec des gestes qui sont parfois incohérents, qui sont pas supposés coïncider ensemble. On s'attaque à un autre thriller de Xavier Legrand cette fois-ci. Xavier Legrand, on lui doit Jusqu'à la garde, qui était son premier film. Là c'est son second long qui se nomme Le Successeur et qui suit Elias.
Elias, il est le nouveau directeur artistique d'une célèbre maison de haute couture française. Quand il apprend que son père, qu'il n'a pas vu depuis des années, vient de mourir d'une crise cardiaque, Elias se rend chez lui, au Québec, pour régler la succession. Sauf que le jeune créateur va découvrir qu'il a hérité de bien pire que le cœur fragile de son père. Je vais passer rapidement sur le successeur parce que ce fameux héritage dont il est question dans le synopsis, eh bien, il est au cœur du film. C'est vraiment le retournement de situation central, donc c'est difficile de m'étaler sans trop en dire. Cependant, ce que je peux souligner sans trop vous spoiler, c'est que ce Xavier Legrand, et c'est quelque chose qui m'avait déjà bluffé dans Jusqu'à la garde, c'est qu'il n'a pas peur de montrer frontalement les émotions les plus extrêmes des hommes. Son premier film, donc Jusqu'à la garde, montrait notamment la colère dangereuse du personnage de Denis Ménochet dans une scène mais qui vous hante vraiment pendant des mois, pendant des années. Ici, moi, les scènes qui m'ont subjuguée, ce sont les scènes de panique. Parce que Elias a vraiment des réactions de terreur pure, quoi, aussi bien physique que mentale. Et sans trop en dire, il va reprendre l'accent québécois, qui soudainement, dans un moment de dissociation en quelque sorte, il va aussi suriner dessus, et plus largement, ses cris d'effroi sont absolument glaçants. Idem, il y a une scène où il pleure, mais pendant plusieurs minutes, et c'est tellement... ouais... J'en perds mes mots, je l'ai vu il y a de ça 2-3 jours, donc je peine encore à m'en remettre. Ce que je peux dire, c'est que Marc-André Girondin, Marc-André Grondin, qui est l'acteur principal, il est magistral et je vais partir en guerre s'il n'est pas nommé au César, au moins nommé. On va parler d'un film qui a été très bien coté, mais qui m'a déçue. Voilà, parce que j'ai trouvé trop téléphoné. Salle des profs et qui est sorti le 6 mars. C'est l'histoire d'une école, d'un collège en fait, dans lequel enseigne Carla Novak. Carla Novak, elle vient tout juste d'arriver et après son arrivée, on a une série de vols qui vont se produire. Et très vite, l'établissement va être ébranlé par ces découvertes. C'est une ambiance paranoïaque, un huis clos où les soupçons sont de plus en plus forts au fil du film. Et d'ailleurs c'est perceptible à l'image bleutée qui est froide et qui est un peu le reflet de l'atmosphère austère dans l'établissement. D'ailleurs on a aussi l'usage du 4/3 en termes de format qui vraiment enferme les personnages. Moi je trouve que c'est un film qui va dans tous les sens parce qu'il veut traiter de plein de thématiques. Il veut traiter du harcèlement scolaire, de l'accusation au faciès, des fake news, de la censure journalistique, sauf qu'on finit par s'y perdre. On finit par s'y perdre parce qu'il aborde toutes ces thématiques sans jamais y aller en profondeur. Il y a quand même un point de vue qui moi m'a intéressée, c'est le fait que c'est pas un film qui est en sens des enseignants, c'est-à-dire qu'on va les voir dépasser, certes, mais on va aussi les voir céder à la pression. On va pas les voir héroïques comme il peut être présenté dans certains films, là on les présente comme des humains avant tout, qui ne sont pas des modèles de vertu que certains films de profs essaient de nous montrer. Hormis pour l'héroïne que j'ai parfois trouvé trop moralisatrice à mon goût. Sinon j'ai aussi trouvé le film beaucoup trop téléphoné, attendu dans son déroulé et mais que dire de la fin qui est théâtralisée au possible. On retourne en France, encore cette fois-ci avec un film de Stéphane Demoustier qui prend place dans le milieu pénitentiaire, c'est Borgo, sorti au mois d'avril. Borgo c'est l'histoire de Mélissa, 32 ans, qui est surveillante pénitentiaire et qui s'installe en Corse avec ses 2 jeunes enfants et son compagnon. C'est l'occasion pour eux d'un nouveau départ et Mélissa va intégrer les équipes d'un centre pénitentiaire pas tout à fait comme les autres, puisque dans ce centre, on dit que ce sont les prisonniers qui surveillent les gardiens. L'intégration de Mélissa au sein de cet établissement va être facilitée par Xavier Roux, qui est un jeune détenu influent, en tout cas il semble influent auprès des autres, et qui va placer Mélissa sous sa protection. Sauf qu'une fois que Xavier Roux est libéré, il va reprendre contact avec Mélissa en lui demandant un service. Et à ce moment-là, une mécanique pernicieuse va se mettre en place. C'est donc un polar en milieu carcéral qui dépeint le côté tentaculaire des bandes corses. D'ailleurs, les personnages répètent constamment que l'île est petite quand ils se croisent, soi-disant par hasard, mais en fait c'est aussi une façon de souligner que c'en est d'autant plus facile pour eux de quadriller l'île. Ce que je veux dire par là, c'est que on voit vraiment leur façon pernicieuse de s'immiscer dans la vie privée, au point que voilà, le travail de Mélissa et sa vie privée vont finir par se mêler, ce qui est d'autant plus oppressant que leurs magouilles vont imprégner son cocon familial en fait, sa petite vie de famille. Parlons d'Assia Herzi, que moi j'avais découvert dans Ravissement l'an dernier et je suis fascinée par son jeu, par son naturel. Vraiment j'aime le naturel d'Assia Herzi, aussi bien dans ses gestes que dans son phrasé, sa diction, les petits jurons qui s'échappent de temps à autre, les liaisons, le vocabulaire familier. Ce sont toutes ces manies qui rendent son personnage de Mélissa d'autant plus crédible. Et j'insiste sur elle parce que c'est son personnage forcément qui prend la plus grande place dans Borgo, puisque ses réflexions sur la morale notamment sont au cœur du film. Alors là, on va parler d'un thriller français sorti au mois de mai qui avait tout.
Enfin, le casting était exceptionnel. Moi, vraiment, j'ai vu ce casting. Je me suis dit, il faut que je le regarde. On a Léa Drucker en enquêtrice, Pierre Lotin en Che Guevara des Ardennes, et surtout Bastien Bouillon en écrivain qui revient sur ses terres natales. Ce film, c'est Un homme en fuite, qui est le premier film de Baptiste Debroux. C'est l'histoire de Rochebrune, une petite ville des Ardennes qui est au bord du chaos. Puisque Johnny, donc Pierre Lotin, est le leader d'un mouvement de protestation de la ville, et il a disparu après avoir braqué un fourgon. Lorsque Paul Ligre, donc l'écrivain Paul Ligre, Bastien Bouillon, apprend la nouvelle, il revient dans la ville qu'il a vu grandir pour retrouver son ami d'enfance avant la police. Seulement l'enquête d'Anna, attention, Anna Léa Drucker, eh bien va la mener inéluctablement vers le secret qui unit Paul et Johnny. Vous l'avez compris au synopsis, c'est un thriller, c'est un film social et c'est aussi une histoire d'amitié. C'est un film qui est beaucoup de choses à la fois et qui se perd dans ses intrigues. Moi, je vous l'ai dit, je l'ai vu pour son casting, mais le problème c'est qu'il surjoue. Il surjoue notamment dans les flashbacks où ils interprètent des adolescents. Je pense à cette discussion entre Bastien Bouillon et Marion Barbeau qui utilisent des termes comme « Oh, tu saoules !» Ils sont supposés jouer des adolescents, sauf qu'en fait, ils ont la trentaine et c'est prononcé avec si peu de naturel que moi je ne crois pas à ces séquences. De façon générale, l'intrigue est cousue de fil blanc, elle est attendue. Les retournements sont attendus. C'est un premier film que j'aurais aimé pour la beauté du geste, parce que j'aime les récits de ces petits villages, de ces habitants qui se jettent corps et âme, vous voyez, dans leur combat. Mais les ressorts narratifs sont bien connus et j'ai même pas à parler de la fin qui est terriblement cliché. Alors là, on franchit un pas dans le frisson et on bascule dans l'horreur. On va parler d'un film sorti au mois de mai, qui est réalisé par Demian Rumia, When Evil Lurks. C'est mieux comme ça. C'est l'histoire de deux frères qui découvrent un cadavre mutilé près de leur propriété et qui apprennent que les événements étranges qui sont récemment survenus dans le village sont l'œuvre d'un esprit démoniaque qui a élu domicile dans le corps purulent d'un homme. Le mal dont souffre ce dernier ne tarde pas à se répandre comme une épidémie, affectant d'autres habitants de la région. J'ai adoré l'ambiance du film, c'est vraiment tout ce que je retiens de ce film-là. Ces fermiers argentins avec leur peau tannée par le soleil, leur béret, le grand 4x4 dans lequel ils montent, et quand ils roulent on a ces champs à portée de vue. Moi j'y crois, je crois à ce bout de terre et ça fait aussi que je suis d'autant plus horrifiée quand viennent les premières visions d'horreur. Parce qu'ici, le mal prend forme humaine. Il n'a pas une apparence surnaturelle. Le mal, il est visible sur des corps putréfiés, sur des corps scindés en deux, sur les visages pâles d'enfants. Les effets visuels et plus particulièrement l'incursion du fantastique dans le quotidien est particulièrement réussie. Moi, c'est quelque chose qui peut me braquer. Si dans un récit qui prend place dans notre vie de tous les jours, vous intégrez avec difficulté le fantastique, ça suffit à me perdre. Je l'avais mentionné dans mon top flop où je vous parlais notamment de Sleep et de Long Legs qui justement prennent un virage fantastique. C'est mal fait et j'y crois pas. Ici c'est si bien exécuté que je vous l'assure, l'expérience en est d'autant plus glaçante. On sent la peur palpable chez les villageois parce qu'ils craignent le mal. Mais le problème c'est que s'ils tuent le mal, et ben le mal va venir les hanter. Et ils sont prêts à tout pour éviter ça, y compris à donner et à se donner la mort. C'est l'horreur qui s'immisce dans le quotidien encore une fois et ça marche vraiment. On va parler d'un film qui est sorti au mois de juillet, uniquement en VOD malheureusement. C'est Late Night with the Devil des frères Cairns, donc Colin Cairns et Cameron Cairns. Le film prend place le 31 octobre 1977. On y suit Jack Delroy qui est confronté à la chute vertigineuse de l'audience de son émission de télé. Déterminé à retrouver sa gloire perdue et à marquer les esprits, il planifie un show en direct. En direct, retenez bien ça, un show en direct spécial Halloween. Sauf que durant cette nuit fatidique, Jack réalisera que le prix du succès peut être bien plus effrayant que ce qu'il avait imaginé. C'est un film qui reprend en fait les codes du talk show américain. C'est-à-dire qu'on a la place prédominante du présentateur, l'implication du public, l'émission qui alterne entre anecdotes, interviews, chansons. En fait, le film débute par un faux documentaire pour vous présenter un peu comment est-ce que le film est raconté, pour présenter la narration. Ça débute par un faux documentaire d'une dizaine de minutes, tout y est. On a une voix off qui retrace la carrière grandissante de Jack, le fait qu'il était un couple star avec sa compagne avant son décès tragique en raison d'un cancer. On a des fausses images ici de reportages, des couvertures de magazines, des photos de paparazzi. En l'espace de 10 minutes, on croit à cette émission, ce qui la rend encore plus crédible, puisque ce film est supposé
être l'enregistrement original en direct. Donc en conservant les dérapages qui ont eu lieu, le film commence sur un ton léger parce que l'émission elle-même commence sur un ton léger avant que le malaise s'installe en fait, tandis que l'émission glisse entre les mains de son présentateur qui en perd le contrôle. Présentateur qui est le fabuleux Davidas Malchian, qu'on avait déjà vu jouer, pardon c'est terrible, Polka Dot Man dans Suicide Squad, et il jouait également l'un des amis de Scott Lang chez Marvel. C'est absolument affreux comme présentation, mais moi c'est dans ces rôles-là que je l'ai connu, donc je l'associe à ces rôles-ci. Mais maintenant je ne vois plus que Jack Delroy finalement de Lion with the Devil. Parce que ce film, au-delà d'être un film d'horreur, c'est aussi une réflexion sur le star system, sur ce que l'on est prêt à sacrifier pour le succès. Ici sacrifier son âme en l'occurrence, même si voilà, ici on pousse l'idée de sacrifice à son paroxysme, plus particulièrement au prisme du fantastique. Alors, on va parler d'un film. Moi j'adore cette saga. Pardon, c'est la pire introduction je pense que j'ai faite pour un film, mais je me réjouis à l'idée de vous parler d'Art le Clown, parce que lorsque Terrifier 3 est sorti au mois d'octobre, le film a fait énormément de bruit. Parce que c'était la première fois depuis 20 ans que un film était interdit aux moins de 18 ans. La dernière fois c'était Saw 3 en 2006. Et quand Terrifier 3 est sorti, les séances affichaient complets et moi ça m'a fait plaisir de voir autant de monde en salle. L'ennui c'est que l'immense majorité de ces personnes n'avaient jamais vu un seul film Terrifier et ils ignoraient tout de l'intrigue, donc ils n'ont pas compris. Et ils n'ont pas non plus compris le style de Damien Leone qui se veut kitsch et qui n'est pas là pour faire peur en soi. Autant vous dire que le film, après l'engouement qu'il a suscité, les cris des retours étaient très compliqués parce que les gens y allaient pour avoir une bonne dose d'effroi, mais en fait ils sortaient en plein milieu de séance parce qu'ils comprenaient pas. Et c'est normal quand tu vas voir un troisième opus. Et ça m'agace, parce que moi la franchise Terrifier, je la connais depuis plusieurs années, je l'apprécie, vraiment, j'aime la franchise Terrifier. Et si je me réjouis du succès qu'a eu ce film, au point qu'un quatrième opus là est sur les rails, bah ça m'a frustrée de voir tous ces gens qui se rendaient en salle sans connaître la saga et qui en ressortaient et qui parlaient au micro de BFM TV en disant que oh là là le film est nul. Non, le film n'est pas mauvais, c'est juste t'as pas compris le style d'Damien Leone. Je me calme et je vous présente le synopsis. Le film prend place donc après le second opus, après le massacre d'Halloween à Miles County qui a été perpétré par Art le Clown. On y retrouve Sienna et son frère qui ont survécu donc au second opus et qui s'efforcent tant bien que mal de reconstruire leur vie. Sauf que les fêtes de fin d'année approchent, ils s'efforcent de laisser derrière eux les horreurs passées, mais au moment où ils se croyaient enfin à l'abri, Art le Clown refait surface, bien destiné à transformer Noël en véritable cauchemar. Terrifier 3, c'est d'un troisième opus. Alors oui, on retrouve des éléments des précédents opus, que ce soit des personnages comme Sienna qui est donc la survivante du second film, qui tente de s'en remettre. On a aussi des réponses à des questions, comme la question de l'immortalité de Art, comment est-ce qu'il survit malgré les coups fatals qui lui sont portés, ou bien encore le retour de la survivante du premier opus. Donc voilà, c'est un troisième film, je veux dire, qui confond des éléments des films précédents. Moi je suis attachée à cette franchise, vraiment. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo entière sur le succès de Terrifier 3 au moment du second opus, parce que à la base, le premier film, vous voyez, a été financé par une campagne de crowdfunding. C'est une saga qui s'est bâtie sur la popularité auprès des amateurs de films de genre, au point de permettre au deuxième opus d'être diffusé en salle, et par le bouche à oreille, on a de plus en plus de séances qui ont été ajoutées, ce qui a fait que le film a remporté énormément d'argent comparativement à ce qu'il a coûté, ce qui a permis de faire un troisième film qui pareil a connu un immense bouche à oreille, ce qui va permettre de faire un quatrième opus. Moi je suis très attachée à ce vilain qui est Art le Clown, qui est à mi-chemin entre le clown et le mime, qui parle avec son corps et son visage, avec des expressions grandiloquentes, des gestes larges. Et plus particulièrement, je suis attachée au cinéma de Damien Leone en fait, parce qu'il a un goût du fait main. C'est du cinéma artisanal avec beaucoup d'effets pratiques, ce qui renforce aussi le réalisme des nombreuses scènes de meurtre qui se veulent kitsch. Et ça, faut le dire, parce que les gens, ils s'attendaient à frissonner. Mais en fait non, c'est de l'horreur. C'est de la violence gratuite finalement ce que fait Art le Clown. Et ouais, il y a ce côté kitsch. En plus, voilà, l'usage de la pellicule qui lui donne encore plus ce côté nanar série B des années 80, vous voyez. Et moi j'adore ça. Alors là on switch d'émotions. Après les frissons, après la peur, on passe aux pleurs, on passe aux larmes finalement avec les films dramatiques. Et on va commencer par un premier long métrage sorti au mois de février qui met en scène Paul Mescal et Andrew Scott dans une romance gay. All of Us Strangers. All of Us Strangers, c'est l'histoire d'Adam, donc Andrew Scott,
qui vit dans une tour où la plupart des appartements sont inoccupés. Une nuit, la monotonie de son quotidien est interrompue par sa rencontre avec son voisin, Harry. Harry, donc Paul Mescal. Alors que les deux hommes se rapprochent, Adam est assailli par des souvenirs de son passé et retourne dans la ville de banlieue où il a grandi. Mais arrivé devant sa maison d'enfance, il découvre que ses parents occupent les lieux et semblent avoir le même âge que le jour de leur mort, il y a plus de 30 ans. C'est une romance gay, avec une dimension fantastique donc, puisque en parallèle de cette histoire d'amour, notre protagoniste revisite ses propres souvenirs. Il va donc aller voir ses parents, dîner avec eux pour leur donner de ses nouvelles, leur annoncer qu'il est devenu un écrivain. Sauf que voilà, ses parents sont morts dans un accident lorsqu'il avait 12 ans et ces souvenirs finalement qu'il imagine, eh bien c'est une façon pour lui de replonger dans son passé, de surmonter ses traumatismes et de faire son deuil en somme. Je vais pas trop m'attarder sur All of Us Strangers parce que moi j'ai le sentiment d'être passée à côté de mon visionnage. Non pas que j'ai pas compris le film, hein, mais plutôt parce que j'ai vu quelque chose de très verbeux, de très théorique et que on est face à des personnages qui sont assis dans des fauteuils, vous voyez, qui échangent sur le passé, sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils n'ont pas fait. Le film aborde des thématiques comme la solitude, la difficulté d'être queer ou bien encore le harcèlement. C'est un peu convoquer le passé pour soigner le présent. C'est un dispositif qui m'a surprise parce que je ne pensais pas qu'il allait être aussi bavard et au fond je crois que j'ai jamais réussi à dépasser cette surprise initiale. All of Us Strangers, c'est un film qui se ressent en fait et qui est supposé te faire vibrer. Sauf que moi j'ai pas ressenti cette émotion parce que peut-être que c'est le côté verbeux du film, peut-être que les questions évoquées ne me parlent pas. En tout cas, j'admets mes limites et j'admets que je suis vraiment passée à côté, ce qui est dommage parce que je n'ai pas passé un bon moment devant le film, mais je n'ai pas été émue aux larmes comme promis et je suis persuadée que la réalisation de ce film, en fait, tout dépend de votre sensibilité et de votre propre vécu. Et il est clair que chacun va le recevoir différemment. On passe à un film français des frères Larieux, Arnaud Larieux et Jean-Marie Larieux, sorti au mois d'août, qui met en scène un personnage gentil. C'est le roman de Jim. Ce film, c'est l'histoire d'Emeric. Emeric interprété par Karim Leclou, qui retrouve Florence, une ancienne collègue de travail, enceinte. Le film prend place dans le Haut-Jura et nos deux personnages vont avoir une relation. Et donc, quand Jim, le fils de Florence, naît, eh bien, notre protagoniste va devenir son père de substitution. Sauf qu'au départ, ils ne vont pas le dire à Jim, jusqu'à ses 6-7 ans. Et donc, Jim va grandir en étant persuadé que Emeric est son père. Ils passent de belles années ensemble jusqu'au jour où Christophe, le père naturel de Jim, débarque dans leur vie. C'est un film sur la paternité, sur ce que ça signifie d'être père et du fait que la génétique n'a rien à voir là-dedans. Parce qu'en fait, aux yeux de Jim, son père, c'est pas Christophe, c'est pas celui qui lui a concrètement donné la vie, mais plutôt celui qui l'a élevé, celui qui a assisté à ses matchs de football le samedi, vous voyez. C'est Emeric, notre personnage principal. Et Emeric, il est gentil. Emeric, il est trop gentil, au point d'être dans les coups foireux, ce qui lui a valu d'ailleurs plusieurs années de prison. Moi j'ai toujours eu un faible pour les personnages gentils, hein. Les personnages de fiction préférés sont gentils, ce sont toujours des personnages qui pensent aux autres, qui ont un bon fond. C'est Armin Arlert dans Attaque des Titans, c'est Vision chez Marvel, c'est Yuta Okotsuji dans Jujutsu Kaisen. Ici donc c'est Jim qui est d'une grande douceur, qui porte un regard bienveillant sur ses proches, qui arrondit les angles, vous voyez, pour ne pas les inquiéter. Et ça se traduit dans ses paroles. Par exemple quand il fait face à Florence qui complexe sur son corps et qui lui dit mais tu sais, ce n'est pas le corps parfait d'une femme qui fait rêver les hommes, ou bien encore lorsque Christophe débarque dans leur vie et que Jim est un peu étonné et donc Emeric lui répond mais en fait cet homme c'est un vieil ami de maman et puis aussi il n'est pas très en forme en ce moment pour éviter d'avoir à évoquer le deuil que traverse Christophe. Le roman de Jim c'est une fresque sur plusieurs années de la naissance de Jim jusqu'à l'âge adulte avec une narration ponctuée d'ellipses, ce qui donne un rythme très fluide au film, d'autant que chaque nouvelle période montrée à l'écran apporte un nouvel élément scénaristique qui va chambouler le quotidien de nos personnages. Ça peut être l'arrivée d'une vieille connaissance, une séparation ou bien encore des retrouvailles. Passons aux comédies, j'en ai deux à vous présenter. La première c'est une comédie québécoise, donc avec l'accent, moi j'adore, ça me fait toujours rire. C'est Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, sorti le 20 mars. C'est l'histoire de Sacha, une jeune vampire qui a un grave problème, c'est qu'elle est trop humaniste pour mordre des humains et pour se nourrir. Lorsque ses parents exaspérés décident de lui couper les vivres, eh bien la survie de Sacha est menacée. Heureusement pour elle, Sacha fait la connaissance de Paul, un adolescent solitaire, mais solidaire aussi, puisque le jeune homme est suicidaire, et il est d'accord pour lui offrir sa vie. Et ce qui devait être un échange de bons procédés à la base, eh bien, va se transformer en épopée nocturne, durant laquelle les deux nouveaux amis vont chercher à réaliser les dernières volontés de Paul avant le lever du soleil.
J'adore la façon dont le vampire est traité au cinéma parce qu'il y a tellement de manières différentes de l'évoquer. Ici, c'est traiter le vampire au prisme de la comédie et encore plus précisément au prisme du coming of age, du passage à l'âge adulte. Puisque, pour Sacha, embrasser son statut de vampire, ça équivaut à quitter l'adolescence. Littéralement, ses parents la forcent à quitter le nid familial pour subvenir elle-même à ses besoins. D'ailleurs, dans cette même idée, les dents de Sacha qui poussent alors que elle rentre de plus en plus dans l'adolescence, ça symbolise les premières pulsions sexuelles, hein, mais elle a peur de les accomplir, ce qui équivaut ici à la peur de mordre. Bref, j'ai adoré suivre ces deux ados qui ont du mal à passer à l'acte, hein, parce qu'on voit bien qu'ils s'apprécient mais ils ont du mal à le faire. Le faire c'est quoi? C'est mordre le cou de l'autre, qui encore une fois équivaut à un geste sexuel. Et il y a cette scène où par exemple ils s'assoient tous les deux sur le lit, vous voyez, ils sont gênés, ils se demandent est-ce qu'ils doivent s'allonger, est-ce qu'ils doivent être dans le noir. À nouveau des questions qu'on se pose lorsqu'on fait sa première fois. Alors, c'est vrai que dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé des fins qui m'ont déçue. Ici, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré parce qu'elle est surprenante, elle est satisfaisante, et en même temps, elle s'inscrit tellement dans la lignée de nos personnages, dans la continuité de leur comportement, de leur ligne narrative en quelque sorte, et ça leur ressemble bien. J'y pense beaucoup à cette fin, et je trouve que c'est indéniablement l'une des meilleures de l'année. Vous pensiez vraiment que j'allais faire cette vidéo rattrapage sans vous parler de la comédie de l'année? Le film qui est sorti le 1er mai, et que j'ai rattrapé début août. Voilà. Rarement un film a eu une telle longévité en salle qu'un petit truc en plus d'Artus. Un petit truc en plus, ça commence avec les personnages d'Artus et de Clovis Cornillac, donc un fils et son père, qui sont en cavale après un braquage. Et ils trouvent refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Ils se font passer pour un pensionnaire, donc Artus le pensionnaire, et son éducateur spécialisé, Clovis Cornillac. C'est le début des emmerdes, hein, clairement, et d'une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. Moi, je me réjouis d'un tel succès, parce que c'est un beau projet. J'avais vu des interviews d'Artus, et on voit la profonde affection qu'il nourrit à l'égard des personnes handicapées, et c'est vrai que le projet aurait pu être glissant, vraiment, mais c'est fait avec un tel amour, avec une telle tendresse, que moi, je peux que vous dire d'aller voir en fait. D'ailleurs Artus avait cette anecdote où il disait que quand il était plus jeune il s'entendait bien avec un camarade handicapé au point de l'inviter chez lui. Et les parents de ce jeune garçon étaient venus le voir parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils étaient persuadés qu'Artus invitait ce garçon pour se moquer. Et cette idée-là de respect en fait, de bienveillance, elle est perceptible sur le tournage. Je sais pas si vous avez vu passer les vidéos des coulisses, mais on voit bien la patience d'Artus, leur rire tous ensemble et vraiment la gentillesse en fait qui s'émane de cette petite bulle qui est un petit truc en plus. C'est un film drôle qui ne rigole pas des handicapés mais qui rigole avec eux. Et tous les ingrédients sont là pour faire une comédie à succès. Le running gag, par exemple Marie qui se prend toujours des objets dans la figure, les bons sentiments, des personnages attachants, ici les handicapés qui jouent leur propre rôle. C'est un succès mérité et moi je suis heureuse de voir une comédie plébiscitée comme celle-ci plutôt que, et je vais encore me faire tacler, une énième comédie bourgeoise de Christian Clavier quoi. Vraiment, je préfère voir un film social, une comédie sociale comme celle-ci, ou bien Enfant phare qui a aussi super bien marché, plutôt que des films qui suivent des bourgeois. On passe au film asiatique, dernière catégorie de cette vidéo, avec un thriller sorti cet été. C'est Only the River Flows, qui prend place en Chine dans les années 90, où 3 meurtres sont commis dans la petite ville de Whampoa. On y suit Mazé, qui est le chef de la police criminelle chargé d'élucider l'affaire. Et on va avoir plusieurs indices qui vont désigner différents suspects. Un sac à main abandonné au bord de la rivière, des témoignages de passants qui voilà, désignent plusieurs personnes. Mais l'affaire piétine et l'inspecteur Ma est confronté à la noirceur de l'âme humaine, tandis qu'il s'enfonce de plus en plus dans le doute. Je vais vous dire que j'étais biaisée pour ce visionnage, pour la simple et bonne raison que je sortais à peine de mon visionnage de Cure. Je vais m'étaler un peu sur Cure parce que c'est mon obsession du moment et j'ai juste envie de vous en parler. Cure, c'est un thriller japonais avec Koji Yakusho qui est sorti à la fin des années 90 et c'est l'histoire d'un hypnotiseur qui pousse les gens à tuer. Je dis bien pousser et non forcer parce qu'en fait ce vilain il va s'appuyer sur le passif des gens, sur leurs insécurités pour implanter la graine pour les pousser à tuer. Ce que je veux dire par là c'est qu'en fait il déroule un fil déjà existant et le renforce grâce à l'hypnose. Et moi j'étais obnubilée par ce film depuis que je l'ai vu il y a ça quelques semaines, hein, je l'ai vu début décembre. De prime abord,
Le seul point commun entre ces deux films, c'est que ce sont deux thrillers asiatiques, ce qui est assez réducteur. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Et je vous parle de Cure parce que, peut-être si vous avez déjà vu Cure, vous allez comprendre les ressemblances entre les deux. Parce que dans ces deux films, on y suit un tueur en série dont on ne comprend pas les motifs. On y suit une enquête qui va obséder un inspecteur mutique jusqu'à s'immiscer dans son quotidien. On y suit une enquête qui va les confronter à la noirceur humaine. Ce sont deux films avec un rythme lent, avec presque une certaine longueur en fait dans la narration, et moi j'adore ça. Ici, dans Only the River Flows, on a une étrange douceur qui s'en émane, de par la photographie notamment qui capte ces paysages verdoyants, notamment entourant la rivière. On a aussi une musique douce qui accompagne les scènes les plus violentes, l'usage de la pellicule qui lui donne l'atmosphère d'un film d'un autre temps, avec le grain d'image, mais aussi les petits défauts qui apparaissent par-ci par-là, comme des rayures ou bien des fissures sur l'écran. Ce film, il en est presque onirique et ça colle bien avec cette narration qui mêle rêve et réalité, au point de se demander ce qui est réel ou non. Quelque chose qui revenait aussi dans Cure. Ce sont des films qui sont volontairement ouverts, ce qui peut être frustrant à ce moment, mais c'est vraiment le genre de film qu'on peut interpréter de plein de façons différentes et qui vous obsède les jours suivants. Pour rester dans l'onirisme, on a aussi un film qui a gagné le Grand Prix du jury à Cannes. C'est un film de Payal Kapadia qui s'échappe du documentaire pour la fiction. C'est All We Imagine As Light, sorti le 2 octobre. On y suit trois personnages de femmes en Inde. La première, c'est Prabha, une infirmière qui vit à Mumbai et qui s'interdit toute vie sentimentale depuis qu'elle n'a plus de nouvelles de son mari depuis des années. La seconde, c'est Anu, sa jeune colocataire qui fréquente en cachette un jeune homme qu'elle n'a pas le droit d'aimer. Une troisième femme va venir s'ajouter à ce trio et lors d'un séjour dans un village côtier, en fait, ces trois femmes, empêchées dans leurs désirs, entrevoient enfin la promesse d'une liberté nouvelle. C'est une petite douceur. Voilà, qui prend place en Inde, qui dresse le portrait de trois femmes, chacune en proie au désir. C'est un film qui est délicat, qui est sensible dans la façon dont il est raconté. D'autant que la photographie nocturne, vous voyez, nous plonge dans la vie de tous les jours. Par exemple, le trajet en métro, l'abondante vie commerciale le soir, le fait de passer une soirée sur le sable. Il y a tout un jeu de lumière aussi qui plonge le spectateur dans une ambiance envoûtante, presque onirique en quelque sorte. D'autant que le film a un rythme languissant, qui, je le comprends, ne fera pas l'unanimité auprès des spectateurs, mais c'est vrai que moi de mon côté, j'ai quand même trouvé que ça manquait parfois d'énergie et de vigueur, notamment dans le dernier acte. Alors là, ça manque pas de vigueur puisqu'on va s'attaquer au plus célèbre des kaiju, au plus célèbre des monstres qui détruisent des villes, Godzilla. Puisque le 2 et 3 novembre, c'est une sortie limitée sur 2 jours, on a Godzilla Minus One Minus Color de Takashi Yamazaki qui est sorti. Alors, c'est l'histoire du Japon qui peine à se remettre de la Seconde Guerre mondiale alors qu'un péril gigantesque, vous voyez, émerge au large de Tokyo. Notre personnage principal, c'est Koichi, un kamikaze déserteur qui est traumatisé par sa première rencontre avec le monstre Godzilla et qui voit là l'occasion de racheter sa conduite pendant la guerre en faisant face et en essayant de se débarrasser de Godzilla. Alors, la première version en couleur de Godzilla Minus One est sortie le 7 décembre 2023 et là, elle a une sortie en noir et blanc qui a eu lieu au mois de novembre, donc sur 2 jours. Moi j'ai été le voir au Grand Rex pour Halloween, c'était mon film du 31 octobre. Voilà, j'ai été le voir dans la salle Infinite, qui a un bar à l'arrière, enfin, c'est une salle très impressionnante. C'était présenté par 2 spécialistes en plus, d'autant qu'ils avaient des apports passionnants à ajouter, notamment le titre, Minus One. Et ça je vous le dis parce que c'est une anecdote que je trouve vraiment intéressante. Pourquoi Minus One? Eh bien parce que après la guerre, le Japon est au plus bas, ils sont au niveau 0. Et quand Godzilla, une nouvelle menace, arrive après la guerre, c'est encore pire. Ils sont au niveau -1, le niveau -1. D'où le titre, hein, Godzilla Minus One. Le film, donc là, est en noir et blanc, ce qui fait qu'il y a tout un travail qui a été fait pour retravailler les textures, faire l'étalonnage, notamment pour faire ressortir les imperfections sur les visages des personnages, parce que si le film, certes, s'appelle Godzilla, c'est bien l'homme qui en est le protagoniste. Avant d'être un film de monstres, Godzilla Minus One, c'est avant tout un film de guerre. D'ailleurs, le choix d'un personnage principal kamikaze qui renonce à mourir, qui renonce à passer à l'action à la dernière minute, est bien pertinent, parce que c'est une façon de dénoncer l'absurdité de la guerre en envoyant des jeunes à l'abattoir. Et d'ailleurs, l'ultime geste de notre personnage principal, c'est un savoureux contre-pied à cela. Après, je suis un peu dubitative sur vraiment les dernières minutes, sur la fin, qui est beaucoup trop mielleuse à mon goût. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Beaucoup de films à vous présenter, beaucoup de rattrapages, mais ça me semblait important de vous en parler parce qu'il y a de belles découvertes là-dedans et j'avais envie qu'on puisse évoquer tout ça ensemble. Sur ce, je vous dis à la prochaine.